Bonsoir, bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelles. Alors, hier, j'ai enregistré cette émission-là, tout ça pour réaliser après une heure qu'il n'y avait pas de son. Alors, c'est la prise 2. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, parce que, particulièrement dans des circonstances comme ça fait plaisir. Maintenant, au menu ce soir, alors le rapporteur spécial, bon, on se rappelle, hein, dans le contexte des ingérences chinoises dans la politique canadienne, l'opposition demande une commission d'enquête publique indépendante. Là, ça crée la controverse parce que Justin Trudeau, à la place, avait décidé de faire une enquête à l'interne, un peu à huis clos, et de mettre en place un poste de rapporteur spécial. Et là, Poilievre riait un petit peu de la chose en disant, c'est quoi ça, on dirait un fake job, hein, un faux job. Et ben là, finalement, Justin Trudeau nous a annoncé cette semaine qui allait être ce rapporteur spécial. Il s'agirait de David L. Johnston, hein, l'ancien gouverneur général du Canada, personnalité très respectée dans la population, dans la société canadienne en général. Néanmoins, ça crée encore un peu la controverse parce qu'il semblerait qu'il y aurait des liens étroits avec Trudeau, avec la Fondation Trudeau, qui est notamment visée par des allocations de financement occulte de la part de la Chine. Donc, c'est sûr que ça devient un petit peu délicat comme situation. Maintenant, deuxièmement, on va aller voir les postes de chinois au Québec. On se rappelle, encore une fois, dans le même contexte d'ingérence de la Chine dans notre politique, eh bien, il semblerait que ce n'est pas juste au fédéral, c'est au provincial aussi. Donc, on va aller voir ça un peu à ce niveau-là. Sinon, il y a aussi Volkswagen choisit l'Ontario. Vous avez sûrement dû voir ça, hein? Volkswagen qui voulait construire une usine de batteries dans la région de Montréal. Finalement, le ministre de l'Énergie et du Développement, Fitzgibbon, qui a dû refuser ce projet-là. Et finalement, Volkswagen va aller s'établir en Ontario. Une des raisons pour ça, c'est autour de l'enjeu énergétique. C'est-à-dire, c'est qu'on n'était pas capable de leur fournir l'énergie à l'endroit qu'ils voulaient, au moment qu'ils voulaient. Donc, encore une fois, hein, les limitations d'Hydro-Québec viennent nous limiter d'un point de vue du développement. Maintenant, quatrième point, on va aller voir GNL Québec demande 20 milliards au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien. Il a déposé une demande d'arbitrage à un organisme international et il argue que dans le fond, ça serait le fait de bloquer GNL Québec irait à l'encontre des principes du libre marché qui a été conclu entre différentes nations de l'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada, donc dans le cadre de l'ALENA et des traités subséquents qui ont été mis en place. Sinon, cinquième point, on va aller voir Québec, deuxième métropole. Bon, il semblerait que c'est ultra controversé d'affirmer qu'on veut développer la nation québécoise, essentiellement. Donc là, je vais y aller d'une tête un petit peu plus éditoriale dans ce dernier point parce que ça me fait sortir de mes gonds de penser que ça peut être controversé qu'on veuille développer la capitale nationale qui est Québec, qui est la deuxième ville de la nation québécoise, hein, et qu'on refuse d'en faire une métropole et qu'on dise non, on veut que ça reste une petite ville. Pour moi, ça ne fait aucun sens dans une société québécoise qui aspire à protéger son patrimoine, à le faire rayonner, même à développer, dans le fond, la francophonie en Amérique du Nord, de refuser de faire développer et de faire grossir la deuxième ville du territoire et la première ville entièrement francophone, je tiens à le dire aussi, parce que c'est bien beau pleurnicher sur le déclin de l'anglais à Montréal, mais si en plus de ça, on est en train de perdre Montréal, disons, et on ne veut pas développer la deuxième ville du pays, on est on est un peu en train de se condamner. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Donc, on va aller revoir ça. C'est en lien avec le troisième lien. C'est en lien avec tous les enjeux urbanistiques qui sont bloqués par toutes les tendances écologistes du moment. Donc, voilà. Alors, le rapporteur spécial, on se rappelle, je vous en parle à chaque semaine, mais c'est ce contexte des ingérences chinoises dans la politique canadienne, des révélations qui ont commencé à sortir dès l'automne dernier, comme quoi il y avait des postes de police sur le territoire canadien, avec des agents de la Chine communiste qui opéraient sur notre territoire pour faire des pressions sur la communauté sino-canadienne, pour nuire à des candidats, pour en encourager d'autres. On parle ici de financement occulte de la part de la Chine communiste pour essayer d'envoyer de l'argent à certains candidats qu'ils aiment mieux. Les services de renseignement aussi qui ont révélé que semblerait que c'était pour aider les libéraux et nuire aux conservateurs, puisque la Chine communiste considère que les libéraux sont à leur avantage. Et donc, deux fois, les services de renseignement avaient tenté d'avertir le gouvernement Trudeau dans les élections de 2019, de 2021, et il semblerait que le gouvernement Trudeau avait rien fait à l'occasion. Justin Trudeau qui s'est défendu à de multiples reprises, qui disait on m'a pas mis au courant, et après ça, qui a changé son argumentation pour dire oui, mais on m'a dit
dit que ça n'avait pas eu d'impact réel sur les résultats. Bon, et là, la semaine dernière, on apprend qu'en plus de ça, Trudeau aurait reçu des donations de plein de manières plutôt louches. Hein. Bon, on parle d'une donation, un plan de donner 1 million à la Fondation Trudeau. Finalement, elle avait reçu 200 000, mais le 750, le reste aussi a été dépensé en l'honneur de Pierre-Éliott Trudeau, 750 000 qui est allé à l'Université de Montréal pour le département comme de droit. Et 50 000, je pense, pour une statue de Pierre-Éliott Trudeau. Donc, la Chine communiste qui, tout de même, a donné 1 million pour honorer les Trudeau. Et aussi un autre cas où Justin Trudeau, dans le fond, dans son comté de Papineau, aurait reçu les 2 tiers de son budget annuel en 48 heures, pendant les mêmes 48 heures où son gouvernement approuvait une banque chinoise sur le territoire. Donc, encore là, et des donations de la part de riches gens de Vancouver de la communauté sino-canadienne. Donc, encore là, plutôt louche, ça n'arrête pas. Et ben, c'est dans ce contexte-là qu'évidemment, les partis d'opposition demandent avec fermeté une commission d'enquête publique et indépendante pour faire la lumière là-dessus. Et comme je vous disais, Trudeau, lui, s'est défendu depuis des mois en changeant son argumentation et tout. Et là, à la place d'offrir une commission d'enquête publique indépendante, il a décidé d'annoncer une enquête à l'interne, une espèce d'enquête à huis clos. Donc, clairement, l'opposition n'est pas satisfaite par ça. Et en deuxième lieu, il a annoncé la création du poste de rapporteur spécial. Donc, le rapporteur spécial qui aurait le mandat, lui, de déterminer si on a besoin d'une commission d'enquête publique. Et là, déjà là, ça crée la controverse parce que, ça donne l'impression que Justin Trudeau essaye plus de gagner du temps qu'autre chose, là. Et on se rappelle que Poilievre, justement, s'en était moqué un peu en disant c'est quoi ce poste-là de rapporteur spécial? On dirait un fake job, on dirait un faux poste, là. We've told them we want to, we don't think there's why do we need a special rapporteur? What does this rapporteur even do? It sounds like a fake job. We need someone who actually has a real work plan. And what we said is we need an independent and open investigation headed by someone approved by all parties in the House of Commons, not another liberal establishment Ottawa insider. Maintenant, il y a quelques jours, Trudeau a annoncé qui allait être ce rapporteur spécial. Alors, son choix s'est porté sur David L. Johnston, qui est l'ancien gouverneur général du Canada. Donc, ultra respecté dans la société canadienne. Je veux dire, c'est carrément les conservateurs qui l'avaient nommé en 2010 au poste de gouverneur général du Canada. Quelqu'un de très respecté, a beaucoup de crédibilité. Le problème, c'est qu'en l'occurrence ici, il a des liens très étroits avec Trudeau. Et là, ça fait poser la question justement à beaucoup de personnes qui se disent, là, il n'y a pas une espèce d'apparence de conflit d'intérêts. Et certaines personnes justement qui disent, il devrait refuser ce poste-là parce que au bout du compte, ça va juste lui nuire à Johnston, là. Johnston, il a tout à perdre dans cette situation-là. Et Trudeau, ça ne règle pas vraiment les préoccupations justement de collusion ou d'espèce de complicité justement avec la Chine pour aider à son élection si, en plus de ça, le rapporteur spécial qu'il nomme a des liens avec lui, là. Alors d'abord, Justin Trudeau avait qualifié Johnston d'ami proche en 2017, alors qu'il le remerciait pour son service en tant que gouverneur général pendant 7 ans. Donc, déjà là, je veux dire, la table est mise. Justin Trudeau lui-même affirmait aux médias il y a quelques années que c'était un ami proche. Donc, c'est sûr que de nommer des amis proches sur une commission, dans une enquête où ton parti, justement, est un peu compromis, on veut faire la lumière s'il y a eu des cas de collusion, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, ça a fait réagir, évidemment, Yves-François Blanchet. Donc, on va écouter ici. Why do you have concerns with David Johnston's appointment as the special rapporteur? I don't want to judge about the man himself. I met him a few times. He seemed quite a gentleman to me. However, if you want to make the population feel safe about the choice that you have made, you should pick someone who is not notably and admittedly a friend of the family. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que tout le monde dit. Ils disent on n'a aucun problème avec David L. Johnston en tant que tel. C'est juste ses liens avec les Trudeau qui pourraient causer problème. Mais ça va plus loin que ça. C'est pas simplement une question de complicité. Parce que, on le sait que Johnston aussi connaissait Pierre-Éliott Trudeau, était un ami de Trudeau aussi à l'époque. Donc, c'est normal aussi. C'est un ami de longue date, disons, de la famille des Trudeau. C'est ça. Comme les gens disent, le consensus semble être on n'a pas de problème avec lui en tant que tel. C'est ses liens avec les Trudeau qui causent problème. Et comme je vous dis, ça va plus loin que ça. Parce que Johnston
est membre de la Fondation Trudeau. Donc, vous vous rappelez l'histoire que je vous disais, là, des allégations comme quoi la Fondation Trudeau aurait reçu 200 000 de la part de la Chine communiste, hein, que c'était un plan à la base de donner 1 million. Donc, elle est un peu visée par toute cette espèce de contexte d'ingérence chinoise-là, hein, la Fondation Trudeau. Et Johnston est membre de la Fondation Trudeau. Il joue un rôle de conseiller, notamment dans la sélection du conseil d'administration. Et donc... ben, c'est ça. Si la Fondation Trudeau est visée par des allégations de financement occulte, ben, nécessairement, ça cause problème si le rapporteur spécial est membre de cette même fondation. Maintenant, il n'y a pas que ça. Johnston est aussi commissaire de la commission du débat des chefs. Puis, il avait nommé sur le conseil consultatif un représentant de We Charity. Je ne sais pas si vous vous rappelez de We Charity, mais c'est un autre ultra gros scandale du gouvernement Trudeau. Donc, c'était une histoire, je pense, de cachets qui avait été alloués là, à des libéraux pour aller faire des conférences. Hein. Des cachets quand même assez grassement payés et que, dans le fond, ça aurait... Peut-être qu'il y aurait eu des renvois d'ascenseurs dans cette situation-là et tout. Je ne me rappelle pas tous les détails. Je n'avais pas vraiment suivi la situation à l'époque. Mais un autre espèce de scandale qui pourrait toucher un peu les Trudeau. Donc, c'est ça. C'est pas juste le fait que Johnston a des liens personnels avec les Trudeau. C'est aussi le fait que dans de multiples organisations où il y a eu des scandales, où il y a des allégations peut-être de mauvaises pratiques, il est là-dedans. Donc, c'est pour ça que... Comme je vous dis, hein, le consensus qui semble sortir de ça, c'est Johnston devrait se tenir loin comme la peste de ce truc-là. Hein, lui, il est déjà respectable, il est déjà apprécié. Il a tout à perdre à essayer d'aller s'ingérer là-dedans, étant donné que ça va juste entacher sa crédibilité au bout du compte. Maintenant, c'est rare que je veux dire ça, mais Thomas Mulcair a fait un excellent article, je pense que c'est dans le Journal de Montréal, et lui faisait l'analyse où il disait, bon, un peu comme tout le monde, hein, on le voit que c'est une manière de gagner du temps. Mais Mulcair allait un peu plus loin justement en disant que si on pense vraiment à l'échéancier que ça peut donner cette affaire-là, bon, déjà, le fait de nommer un rapporteur spécial, ça faisait gagner à Trudeau quelques semaines. Mais là, le rapporteur spécial, lui, il va falloir qu'il fasse comme une espèce d'enquête, qu'il sorte des rapports éventuellement. Tout ça, ça pourrait prendre des mois. Et après ça, si vraiment il décide qu'on doit faire une commission d'enquête, mais là, la mise en place de la commission d'enquête, là aussi, ça va durer des semaines, des mois. Hein, et avant que la commission d'enquête finisse par sortir, elle, des rapports, on le sait en ce moment, là, le gouvernement Trudeau il est minoritaire et la plupart des analystes s'entendent pour dire que dans la prochaine année, si c'est pas cet été ou cet automne, là, en fait, c'est pas mal là. La majorité du monde s'entend que ça va sûrement être à l'automne. Donc, on va sûrement tomber en élection. Donc, comme je vous dis, si on regarde l'échéancier, hein, ce que Mulcair disait, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il est juste en train de mettre plein d'espèces d'étapes entre les deux pour s'assurer que quand l'élection va être déclenchée, il n'y ait pas une commission d'enquête publique indépendante qui entache vraiment la réputation du Parti libéral. Donc, c'est ça. C'est une manière pour Trudeau de gagner du temps avant le déclenchement des élections et de reporter le plus possible ce scandale-là. Et ça donne clairement une image qui a de quoi à cacher. Clairement, c'est assez incroyable comme situation. Donc, c'est ça, encore une fois, à suivre. Maintenant, les postes de police chinois, donc là, on parlait de ce qui se passe au fédéral par rapport aux ingérences chinoises dans la politique canadienne. Eh bien, il semblerait que le Québec n'est pas en reste. Dans le fond, la GRC a annoncé dans les dernières semaines qu'elle a commencé à enquêter sur 2 organisations, une de Montréal et une autre de Brossard, qui pourraient être des postes de police chinois, hein, des espèces d'organisations de façade qui opèrent pour le compte de la Chine. On parle ici du service à la famille chinoise du Grand Montréal et du centre Sino-Québec de Brossard. Donc la GRC enquête à ce sujet-là, mais il y a eu des révélations aussi qui sont sorties dans les derniers temps, comme quoi, dans le fond, la PDG de ces 2 organisations-là s'appellerait Chichili. Elle est conseillère municipale de Brossard. Donc, celle qui opère ces 2 organisations soupçonnées d'être des postes de police chinois et elle-même une politicienne élue, dans le fond, sur le conseil municipal de Brossard. Et ce qui est sorti aussi, c'est que apparemment, ces 2 organisations-là géraient un compte WeChat commun, dans le fond. WeChat qui est une application de messagerie instantanée chinoise. Et donc, un compte WeChat qui visait à la diaspora chinoise en général de ces régions-là. Et ils auraient fait de la publicité politique là-dessus. Ils auraient, dans le fond, encouragé, la communauté chinoise à voter pour certains candidats, dont Chichili, qui, comme je vous le dis, a été élu. Et donc, est-ce que... ça peut paraître anodin dit de même, mais c'est parce qu'il y a quand même des lois électorales là, qui gèrent ce qu'on peut faire en termes de publicité politique, en termes de dépenses pour justement
faire de la promotion de certains candidats, certains partis. Et là, ben c'est ça. En l'occurrence, si les organisations ont du financement de la Chine et en plus de ça font dans le fond de la promotion pour certains candidats, que les candidats ont été élus, bon là, il y a plusieurs éléments là-dedans. Est-ce que ça a affecté les résultats assez pour les faire élire? C'est une chose. Mais tout de même, bon, encore le même genre de situation où il semblerait que la Chine semble un peu s'ingérer là-dedans. Chichili qui a démenti. Ben, c'est surtout aussi que Chichili, au début de la semaine, avait démenti tout aspect politique à son organisation. Et là, on découvre que dans les messageries instantanées, ils font quand même de la politique. Donc, déjà là, c'est un peu louche. Mais il n'y a pas que ça. On a appris aussi que le ministère de l'Immigration avait donné plusieurs millions à ces deux organisations-là. On parle d'à peu près l'équivalent de 9 millions. Donc là, s'il s'avère qu'en plus la Chine communiste est derrière ces organisations-là, c'est comme si on avait financé des organisations pour le compte de la Chine communiste à hauteur de 9 millions. Bon, donc, c'est des financements qui sont tout de même normaux, mais comme je vous dis, ça change la donne un peu quand on réalise ce qui s'est passé. Donc, c'est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration qui a versé 1 948 221 $ à Sino-Québec entre 2012 et 2020 dans le cadre du programme d'intégration. Le ministre a également versé aussi 4 989 694 $ à l'Organisation pour la famille là, du Grand Montréal. Sino-Québec en 2018 a reçu 243 000, bon, etc. Il y a plein de montants comme ça qui ont été donnés à ces organisations-là et c'est à la hauteur de 9 millions si on les calcule au total. Donc, encore une fois, il semble, comme je vous dis, il y a tout le temps des nouveaux scandales par rapport à la Chine. La Chine semble vraiment implantée partout et c'est vraiment à tous les niveaux. Là, c'est carrément au municipal, au provincial et au fédéral. Donc, tous nos paliers de gouvernement semblent avoir été visés par des opérations chinoises. Donc, c'est un autre sujet à suivre. Bon, maintenant, Volkswagen choisit l'Ontario. Alors, c'est ça, hein, c'est ce méga projet de Volkswagen dont je vous parlais. Là, Volkswagen qui voulait construire une énorme usine de production de batteries dans la région de Montréal. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Énergie et du Développement, a dû refuser, dans le fond, ce projet-là. Le projet va aller en Ontario à la place. Ça ne devrait pas vraiment arriver comme une surprise hein, non plus. Ça fait des mois qu'on nous en parle, on le sait. Dès octobre dernier, on nous avertissait que ce serait la fin des surplus énergétiques pour Hydro-Québec dès 2027. Donc, c'est engagé un énorme débat à savoir est-ce qu'on se serre la ceinture, est-ce qu'on crée des nouveaux barrages, est-ce qu'on crée des éoliennes, est-ce qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement énergétique. Dans tous les cas, on le sait que Hydro-Québec est aux limites de ses capacités. Hein, et loin l'heure de gloire des années 70, là, on est aux limites de nos capacités en ce moment. Et d'ailleurs, je voulais dire un point par rapport à ça. Beaucoup de monde me disent tu crois vraiment à ça hein? Ils font juste ça pour augmenter les prix. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre de l'électricité aux Américains. Ben, je vous répondrais que, OK, mais ça nous rapporte quand même 3 milliards de ventes de l'électricité aux Américains. Alors, à moins que vous ayez un plan pour remplacer ces 3 milliards-là là, par autre chose, ben, je suis disposé à l'entendre, mais c'est un peu de la pensée magique de dire on va arrêter de vendre de l'électricité aux Américains alors que ça rapporte autant. Donc, ça prend en considération, là. Et c'est pas un mensonge de dire qu'on arrive aux limites de nos capacités. Je veux dire, regardez à quel point on consomme plus d'énergie en 2023 qu'on en consommait il y a quelques décennies, là. Je veux dire, tous les écrans qu'il y a partout, les villes intelligentes, toutes ces affaires-là, c'est sûr que ça prend plus d'électricité. Et là, le fait de vouloir transitionner aussi, hein, la transition, on nous dit une transition, c'est plutôt une révolution, c'est du jour au lendemain. Hein, on veut que tout le monde passe à l'électrique, hein, que les voitures soient électriques, que tout le chauffage résidentiel soit électrique. Bref, si vous prenez tout ça en considération, ça fait complètement du sens. Je ne vois pas pourquoi les gens sont aussi incrédules à penser que Hydro-Québec arrive aux limites de ses capacités. Bon, bref, parenthèse est finie. Mais tout ça pour dire que, ben c'est ça, dans ces considérations-là, hein, Hydro arrive aux limites de ses capacités. Il y a quelques mois, Fitzgibbon nous apprenait qu'il pourrait juste accepter même pas la moitié des demandes de raccordement électrique pour des projets de développement industriel. Essentiellement, il nous disait on peut juste développer la moitié des projets qui sont proposés au Québec. C'est quand même grave, là. Si on peut juste développer la moitié de notre potentiel, je veux dire, c'est quand même assez grave, là. C'est une sérieuse limitation et il y a lieu de penser que peut-être qu'on réagit un peu tard pour régler ce problème-là. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que, alors qu'il était interrogé par Radio-Canada, Pierre Fitzgibbon, je vais reprendre ses mots, a affirmé si on avait eu le courant électrique, on aurait été au rendez-vous, mais on ne l'avait pas.
Bon, après, le lendemain, on dirait qu'il s'est comme rétracté un peu, hein, il s'est expliqué. Il a dit c'est pas nécessairement qu'on n'a pas l'électricité, hein, il dit c'est plus qu'on n'a pas de moyens de la transporter, dans le fond, dans la région concernée autour de Montréal. Donc, c'est un projet qui est évalué de 700 à 900 mégawatts, c'est quand même une quantité importante. Et il dit, bon, essentiellement, c'est ça, il dit l'électricité, elle est là, quelque part au Labrador, quelque part à la baie James. Le problème, c'est de l'amener à Montréal. Donc, bon, n'en demeure pas moins que ça demeure un enjeu énergétique, ça demeure une question des capacités d'Hydro-Québec à alimenter des projets de développement sur notre territoire. Donc, bon, on revient un peu avec le même problème. Certaines personnes ont dit aussi que c'était une question d'espace. Donc, écoutez, ça prend un espace incroyable quand même. Là. 640 hectares, c'est-à-dire 1400 terrains de football. Donc, il y a du monde qui disait aussi que c'était une question d'espace, que peut-être qu'il aurait refroidi un peu justement le gouvernement. Mais bon, il semble dire que c'est vraiment une question énergétique là, qui a fait en sorte qu'ils ont tranché. Donc, je sais qu'aussi, il y avait évalué la possibilité de peut-être faire le projet à Sept-Îles, qui est plus proche justement de certains des grands barrages et aussi qui dispose dans masse d'espace, on va se le dire. Mais là, justement, Pierre Fitzgibbon a considéré un peu ambitieux de promettre parce que ça prend 6 000 à 7 000 employés. Donc, il trouvait ça un petit peu ambitieux de promettre qu'il y aurait la main-d'œuvre disponible dans cette région-là pour le moment. Donc, en tout cas, essentiellement, tout ça pour dire que Volkswagen est parti. Et donc, c'est là qu'il y a une certaine forme d'ironie qui se développe dans cette histoire-là. C'est quand tu réalises que l'usine qu'ils vont construire en Ontario à la place du Québec va être alimentée avec de l'électricité produite au gaz naturel. Et donc, je ne sais pas si vous voyez l'ironie, là, dans le sens où on a le gouvernement Legault qui a mis une croix sur absolument tout hydrocarbures, même le gaz naturel qui, soit dit en passant, est quand même considéré comme une énergie de transition. Là. C'est beaucoup plus propre que le charbon. Il y a beaucoup de nations dans le monde qui sont encore dépendantes au charbon. Et d'augmenter la production de gaz naturel, essentiellement, ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi simple que ça. Mais ici, on veut laver plus blanc que blanc. Et ça fait en sorte que là, on refuse même le gaz naturel. Et dans cette espèce de volonté obstinée d'une transition accélérée où on veut que toute l'économie entière se concentre sur l'électricité, ça fait en sorte qu'on a moins de capacité de développer certains projets verts. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'ils allaient construire ces batteries-là, ils allaient servir à quoi? C'est Volkswagen, c'est des batteries pour des voitures. Hein? C'est des batteries pour électrifier les transports. Donc essentiellement, en voulant électrifier les transports au Québec, on s'empêche d'avoir l'énergie nécessaire pour construire des usines pour construire les batteries pour les voitures électriques qu'on met de l'avant. En tout cas, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu comme un raisonnement circulaire, mais vous voyez un peu l'ironie dont je parle. Au bout du compte, un Québec qui est rendu tellement vert, qui est limité d'un point de vue énergétique et qui ne peut même pas, dans le fond, accepter des projets de développement qui vont dans le sens de ses idées. Bon, en tout cas, ça pour dire que, comme je vous dis, c'est pas le dernier, hein, ça sera pas le dernier. Il y a plein de projets comme ça qu'il va falloir qu'on refuse. Et c'est ça. Et bon, tant qu'être dans le sujet du gaz naturel, il y a GNL Québec aussi qui réclame 20 milliards de dollars au gouvernement canadien. Donc, vous vous rappelez ce projet qui visait la construction, avec le projet gazoduc aussi, qui visait la construction d'un gazoduc qui se rend jusqu'au Saguenay et à partir de là, une usine de liquéfaction du gaz naturel et un port méthanier qui aurait permis une exportation canadienne du gaz naturel sur les marchés internationaux. Et donc, c'est ça, il y a un des promoteurs de ce projet-là qui a déposé une demande d'arbitrage contre le gouvernement du Canada auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements du groupe de la Banque mondiale, donc le CIRDI, et qui entend aller chercher une indemnisation de 20 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cet été aussi, il y avait eu Utica Resources, cette entreprise qui possédait les droits d'exploitation pour les schistes d'Utica dans la vallée du Saint-Laurent, qui avait prospecté durant des années et qui voulait mettre de l'avant justement certains projets dans la région, qui avait poursuivi le gouvernement Legault pour 18 milliards parce que le gouvernement Legault avait interdit en fait toute nouvelle exploitation d'hydrocarbures sur le territoire québécois. Et donc, on avait cette poursuite-là de 18 milliards déjà. Mais justement, il faut faire la distinction dans le sens où là, ce cas-là là, de GNL Québec, c'est pas une poursuite, c'est un arbitrage à l'international. Donc, ça pourrait avoir des résultats différents. Dans tous les cas, c'est une nouvelle évolution dans ce genre de dossier-là. L'obstination gouvernementale à bloquer tout projet d'hydrocarbures, ça finit par coûter quelque chose aussi. Donc, il y a une espèce d'ironie là-dedans, une triste ironie de considérer que non seulement le Canada, qui est ultra riche en termes de ressources, non seulement le Canada s'empêche d'exploiter ces ressources-là qui pourraient le rendre un des États les plus prospères au monde.
non seulement le Canada s'empêche d'exploiter ces ressources-là, mais en plus de ça, il frustre des investisseurs, il frustre des entreprises au point où on se fait poursuivre à coût de dizaines de milliards. Donc, comme je vous dis, il y a un coût à ça, hein, et c'est pas seulement en termes de tous les processus légaux qu'on est en train de s'engager, c'est aussi littéralement en termes de juste de refroidir les investisseurs à l'international. Je me rappelle, il y a quelques mois, Fitzgibbon affirmait littéralement, il disait il avait peur de refroidir les investisseurs à l'international s'il expropriait le Mont-Saint-Anne, donc un centre de ski. Donc on s'inquiète pour des affaires de centre de ski, mais des histoires de dizaines de milliards avec des compagnies d'hydrocarbures, ça a l'air que ça a aucune conséquence. Eh bien, ça en a, et on le voit en ce moment. Donc bon, un autre sujet à surveiller. Maintenant, Québec, une deuxième métropole. Eh bien oui, hein, la question se pose. Québec est quand même la deuxième ville en importance du Québec. La population continue d'augmenter. On continue à se développer d'une manière générale. C'est juste l'évolution normale d'une ville. Eh bien, il semblerait que c'est extrêmement controversé à Québec. À Québec et au Québec. Littéralement, on ne veut pas que la ville se développe. On ne veut pas que le Québec se développe. On tient à ce que Québec demeure une petite ville. Et il y a un côté un peu romantique à ça, je peux bien comprendre. Hein, n'importe qui veut maintenant, au niveau de la qualité de vie, c'est sûr qu'une petite ville, hein, c'est une bonne chose. N'en reste pas moins qu'à un moment donné, il faut demeurer réaliste. Ça reste la capitale de la francophonie en Amérique du Nord. Et c'est un petit peu normal que la ville, à un moment donné, elle continue à se développer. Mais de la manière qu'on nous parle, de l'autre côté, l'opposition, hein, qui ne veut pas faire développer la ville de Québec, on nous parle d'une manière catastrophique. Et évidemment, vous aurez bien compris que là, je parle aussi en particulier du projet du troisième lien, hein, il y a une levée de boucliers absolument incroyable de tous les groupes environnementalistes, les groupes de gauche, Québec solidaire, etc., qui en font vraiment un point d'honneur de contrer ce projet-là. Et de la manière qu'ils nous en parlent, hein, ils nous en parlent comme si, c'était la catastrophe écologique imminente et que vraiment ça allait ruiner la qualité de vie et ruiner la ville de Québec pour des siècles à venir. Je veux dire, c'est vraiment un peu fanatique de la manière qu'ils nous présentent ça, là. Maintenant, cette semaine, dans ce débat-là, s'est immiscé tout l'enjeu de la qualité de l'air, hein, dans Limoilou. Bon, c'est un enjeu qu'on entend depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des particules fines qui viendraient du port de Québec, hein, qui seraient emportées par le vent et qui couvriraient un peu le quartier de Limoilou. Soit dit en passant, je suis à Limoilou en ce moment. Et c'est un enjeu de santé publique. Je ne veux pas diminuer en aucun cas cet enjeu-là. C'est un enjeu de santé publique qui doit être adressé. Néanmoins, là, on est en train, justement, de la manière qu'on nous en parle, on a l'impression qu'ils nous parlent comme si à Québec, on était comme à Mumbai ou à Pékin. Là. On n'est pas sur le bord de porter des masques dans la rue non plus. Là. Tout est un petit peu gonflé là, dans ces enjeux-là. Hein. On nous présente vraiment ça d'une manière ultra catastrophique. Et là, ce qu'on nous dit cette semaine, c'est que, là, le nouveau projet de troisième lien, hein, qui, on le sait, va passer par Delaurentienne, donc qui va passer dans le quartier Limoilou et qui va être de centre-ville à centre-ville. Hein, donc, qui va passer en dessous de la ville de Québec et se rendre jusqu'à Lévis directement. Et là, ce qu'on nous dit, c'est, là, déjà que Limoilou, la qualité de l'air est affectée, là, si vous voulez rajouter encore plus de trafic dans la région, et là, bon, la catastrophe augmente encore plus, et là, bon, on va se ramasser avec du smog comme au 19e siècle, quand on faisait juste se chauffer au charbon, bon, etc. De la manière qu'il présente, c'est absolument catastrophique, et à un moment donné, il faut quand même se calmer, là. Et c'est un nouvel élément. Et là, c'est ça, dans la même ambiance, hein, cette semaine, il y a aussi quelque chose qui a fait sursauter cette opposition fanatique au projet de troisième lien. C'est l'annonce par Jonathan Julien, le ministre responsable de la capitale nationale, de la création d'une zone économique métropolitaine pour la ville de Québec, qui rassemblerait dans le fond les territoires de la ville de Québec et le territoire de Lévis. Évidemment, les opposants au troisième lien le savent que c'est un petit peu de mettre en place, hein, un peu la structure administrative pour éventuellement, hein, le troisième lien va unir un peu plus les deux villes et ça va devenir un peu plus une espèce de communauté métropolitaine. Et ça fait, dans le fond, ça fait suite à la promesse de Legault pendant la dernière campagne électorale où il avait annoncé ouvertement qu'il disait « Je veux faire de Québec la deuxième métropole de la nation québécoise ». Et
Et comme je vous dis, habituellement, n'importe quel peuple, surtout le peuple québécois, qui tient à la protection de sa culture et à consolider ses forces où il est le plus fort, la ville de Québec, qui est une ville entièrement francophone, habituellement, on serait porté à croire que les Québécois seraient fiers de voir, on a une deuxième métropole, ça veut dire que la population francophone augmente ou que justement, il y a de la vitalité. Eh bien non, on veut pas que la ville de Québec se développe. Et ça crée littéralement une opposition. Les gens sont même pas gênés de dire non, on veut que la ville de Québec reste petite. Et ça l'a fait sortir justement le maire Régis Labombe qui a écrit un article à ce sujet-là et qui disait vivre dans une métropole, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça. Et Québec solidaire qui a repris aussi ces termes-là, qui lui aussi a dit comme Régis Labombe, qui disait non, dans la ville de Québec, on veut rester une petite ville. Et comme je vous dis, je comprends qu'en termes de qualité de vie, c'est sûr qu'il y a des avantages à être une plus petite ville. Pour élever des familles, c'est plus tranquille, il y a moins de trafic, etc. Mais comme je vous dis, ça demeure que la ville de Québec est une capitale nationale d'un peuple qu'on considère comme fragilisé. Alors, en tout cas, je vais y revenir un peu plus tard, mais je considère que ça devrait être un enjeu nationaliste de fortifier cette ville-là et d'en faire justement une métropole qui rayonne. Montréal, en ce moment, est considérée comme la seule métropole francophone en Amérique du Nord. Là, c'est rendu qu'à peu près 50% du monde parle anglais et que la ville s'anglicise de plus en plus. Je veux pas être défaitiste et dire qu'il faut l'abandonner, mais c'est sûr que c'est quand même une bonne affaire de consolider ce qu'on a au moins dans la ville de Québec. D'abord, je veux juste mettre quelque chose au clair là, par rapport au troisième lien. J'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que le troisième lien se résume à gérer la congestion, le trafic dans la ville de Québec. Donc, c'est-à-dire, on se dit, vu qu'il y a 2 ponts à une place, il y a beaucoup de trafic pour traverser le fleuve, donc on va juste construire un autre pont pour gérer la congestion. L'affaire, puis là, ça fait en sorte que là, on s'enligne sur un débat justement qu'il y a des gens qui disent, mais non, si vous créez des nouvelles routes là, il va se créer du développement là, donc le trafic va revenir le même, ou ben non, ça va l'augmenter parce que vous avez augmenté l'étalement urbain, etc. Donc là, on embarque dans un gros débat par rapport à est-ce que le troisième lien règle ou pas la congestion. C'est une partie, je ne dis pas que c'est pas une partie de ça, mais c'est-à-dire que le projet de troisième lien, c'est pas seulement pour gérer la congestion du trafic, c'est aussi pour développer la ville, pour l'aider à se développer dans des proportions, dans un cadre qui fait du sens, et pour stimuler l'économie régionale aussi. Donc, c'est pas qu'on veut augmenter le trafic ou la congestion, mais s'il y a plus disons, de trafic, d'activité économique, s'il y a plus de population, s'il y a plus de dynamisme, c'est pas une conséquence collatérale de la chose, c'est un effet voulu de ça. On veut faire développer la ville avec le troisième lien. Le but, c'est que la ville grossisse et devienne plus dynamique. Donc, c'est à prendre en considération. C'est pas juste une question de gérer le trafic, là. Maintenant, on va aller voir comment le projet de troisième lien, justement, peut aider au dynamisme de la ville de Québec et à son développement. Juste un premier élément pour commencer, il faut prendre en considération que le centre-ville de Québec, mettons, je mets à peu près où le Parlement, le Hilton, Honoré-Mercier, l'angle René Lévesque, à peu près ici, qui est à peu près considéré comme le centre-ville de Québec, et je le mets vers le centre-ville de Lévis, eh bien, on parle d'à peu près 3 km. Maintenant, si vous êtes à Québec et que vous voulez vous rendre à Lévis, qu'est-ce que vous allez faire? Absolument, c'est rare. Les gens de la ville de Québec peut-être connaissent un peu plus, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de lumière, disons, si vous passez directement par la ville comme ça pour vous rendre jusqu'au pont. Souvent, les gens vont juste littéralement aller prendre les autoroutes. Et donc, vient déjà de faire 5 km là, mais ça va plus vite passer des autoroutes. Après ça, ils vont aller jusqu'ici pour se rendre jusqu'au pont. Donc déjà, ils viennent de faire 19 km. Après ça, ils vont continuer ici, prendre cette autoroute-là ici. On est rendu à 29 km. Ici, on est rendu à 36. Et ils vont peut-être tourner avant ça, mais essentiellement à peu près de trentaine ou une quarantaine de kilomètres. Je veux dire, on peut le faire dans d'autres trajets aussi. Là. Admettons, je pars de Québec et à la place, je vais prendre Charret. Je suis déjà rendu quand même à 13 km. Et 22, 26, c'est à peu près une trentaine de kilomètres aussi. Si je passe par le centre-ville de Québec, ça va faire à peu près 19 ici, 26. Comme vous voyez, ça revient quand même pas mal au même. Et là, je vous parle même pas si, admettons, vous êtes du coin de Beauport. Admettons que vous êtes à Beauport et que vous voulez vous rendre à Lévis. Eh bien, dans ce cas-ci, là, on parle de... désolé. On parle d'à peu près une quarantaine, une cinquantaine de kilomètres, là, 43. Bon, donc... Comme je vous dis,
c'est à 3 km de distance et il faut que vous fassiez une distance d'à peu près 30 km de route. Vous voyez à peu près à quel point ça fait aucun sens comme disposition. Et à quel point ça limite le développement, justement, de Lévis, notamment. Parce qu'on parle souvent du développement de la Ville de Québec, mais le point est que regardez comment que ça se passe à Québec. Ce qui se passe, c'est que Québec a pas mal, s'est étendu sur pas mal toute la vallée du Saint-Laurent et est rendu aux limites ici des Laurentides. Donc, à partir d'ici, c'est des montagnes, c'est rocailleux, c'est plus difficile de développer. Québec est pas mal aux limites de ses capacités. Et ici, bon, on a les chutes Montmorency, Bois-Châtel, et à partir de là, bon, c'est plus des régions rurales. On a l'île d'Orléans ici. Ici, c'est des secteurs aussi qui demeurent ruraux. Mais c'est ça, c'est les limites, disons, ici du développement. Mais regardez, donc, par rapport à Québec, là, c'est des dizaines, voire des fois 20 km là, à peu près là, de distance à partir du centre-ville jusque-là. Regardez Lévis. Lévis, je veux dire, c'est à partir du centre-ville de Lévis, mettons, 3 km, vous êtes déjà rendu en campagne. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'au lieu de pousser le développement de Québec jusqu'à ses limites, hein, c'est de faire en sorte que bon, il y ait un développement qui soit un peu plus équilibré entre les deux rives. Donc oui, et comme je vous disais tantôt, le but du troisième lien, c'est pas seulement de régler la congestion du trafic et le fait que ça stimule le développement, que ça booste le développement dans certaines régions, c'est un effet voulu, c'est pas un effet collatéral. On veut justement que la ville se développe, on veut juste qu'elle se développe d'une manière un petit peu plus raisonnable que ce qui se fait en ce moment où, là, dans le fond, on s'étend de plus en plus vers les Laurentides. Aussi, ce que ça fait en sorte, c'est que là, on nous dit, si on fait un troisième lien, hein, le premier projet était à peu près ici, et le deuxième était, dans le fond, et le deuxième était, celui-là de Legault est ici, entre la ville de Québec et Lévis. Et on nous dit, si on fait un projet de troisième lien, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va, dans le fond, créer plus de développement ici, et donc ça va créer de la congestion et ça va augmenter l'étalement urbain. La seule affaire là-dedans, c'est que ça ne prend pas en compte que si on ne fait pas de troisième lien, on ne règle pas nécessairement la question non plus de l'étalement urbain, dans le sens où l'étalement urbain se fait plus à la tête des ponts ici, donc ici, à 8 km du centre-ville de Québec et de Lévis. Même Lévis, je pense que c'est plus long, à peu près 9 km. Donc, essentiellement, c'est comme si on est en train de faire en sorte que la ville, son développement est excentré et ça fait en sorte que, je vous parlais les zones rurales ici autour de Saint-Augustin, de grands villages, petits villages. C'est sûr que plus la ville va se développer ici autour, plus ça va être ici que l'étalement urbain va se faire. Et notamment à Lévis, c'est pas ici que ça se développe. C'est vraiment ici, dans les régions de Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, où il y a le plus d'étalement urbain, justement parce qu'ils sont face au pont. Donc l'idée de faire un pont ici à l'est, c'est de faire une espèce de périphérique. Ici, admettons, on bouclerait d'ici. Hein, vous voyez, ça fait comme un carré là, à partir d'ici. Donc, c'est l'idée de faire un périphérique pour que la ville se développe autour du centre-ville qui est ici Québec et que on peut circuler dans tous les sens ici et qu'on n'aille pas à se développer à 8 km du centre-ville actuel. Donc déjà là, il y a ce point-là. Et c'est pour ça aussi que personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec le troisième lien de Legault. Je pense qu'il passe à partir d'ici et il se rend directement aux deux centres-villes. C'est pour ça que je ne suis pas tant d'accord parce que on sort de l'idée d'un périphérique et je crois aussi qu'il y a beaucoup de monde à Radio X aussi je me rappelle, je pense que c'est Dominique Moret qui avait confronté Drainville là-dessus, qui disait pourquoi vous n'avez pas gardé l'idée d'un périphérique. Effectivement, je suis un petit peu sceptique si on passe par ici. Le trafic est déjà quand même assez prononcé, disons, sur Laurentienne. De mettre plus de trafic en plein cœur du centre-ville, c'est pas nécessairement l'option que j'aurais privilégiée, mais tout de même, ça fait quand même en sorte que au moins on a un autre lien ici qui consolide un rapport. Et pensez-y, là, hey, vous êtes écologiste, vous êtes pour le transport en commun, imaginez prendre un bus ici, mettons au parc Victoria, et en dedans de 5-10 minutes, vous êtes rendu à Lévis. Le monde qui habite à Lévis habituellement, je ne sais pas si vous réalisez, là, comme je vous disais tantôt, là, les trentaines de kilomètres, les vingtaines de kilomètres, imaginez en bus en plus avec chaque arrêt, comment que c'est long. Ça prend une éternité à aller à Lévis en ce moment. Là. C'est ridicule comment que ça prend du temps. Ou non, il faut se coordonner avec le traversier, qui est encore là, ça prend quand même du temps par rapport à la distance. Là. C'est un 3 km, puis ça prend une vingtaine de minutes. Je
je sais pas comment ça prend exactement le traversier, mais c'est clairement au niveau du point de vue de la distance, disons que c'est pas très rentable. Comme je vous dis, si vous êtes écologiste, je vois pas en quoi vous vous opposeriez à ce qu'on ait un lien direct comme ça. Imaginez en bus comment ça prendrait pas beaucoup de temps. Ça serait quoi, une question de genre 3 arrêts et vous seriez au centre-ville de Lévis? Écoutez, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Bon, du point de vue de la ville de Québec, c'est ça, c'est l'idée de reconsolider la ville autour plus justement du centre-ville de Québec et de faire une espèce de périphérique plutôt que de faire en sorte que là, le nouveau centre-ville serait autour de Sainte-Foy ici, puis des ponts, puis que c'est tout ça ici qu'on va voir dans le fond du développement. Ça créerait comme une espèce des villes parallèles un peu aux deux anciens centres-villes. C'est pour équilibrer le développement. Maintenant, si je parle plus d'économie régionale, ben, admettons, pour toutes les entreprises, disons, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ici qui ont à passer, admettons, si leur objectif est d'aller jusqu'aux les quartiers industriels de Québec, hein, qui sont majoritairement ici, donc, si leur but est de se rendre là, ben encore une fois, on rajoute à peu près une vingtaine ou une trentaine de kilomètres à leur parcours. Donc, évidemment, des régions comme Montmagny, plus tu t'éloignes, moins ça paraît, vous me direz, sur le trajet. Mais il y a plein de régions ici, dans cette région-là, qui bénéficieraient d'un accès plus direct, disons, à Beauport, à Charlesbourg, à Limoilou, etc. Et même chose dans l'autre sens aussi ici, hein, toute la côte de Beaupré jusqu'à Baie-Saint-Paul, etc., qui pourrait avoir un accès plus direct à Lévis. Et donc, ça ferait bénéficier les deux côtés de la ville. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas limiter la chose à un enjeu de congestion puis de trafic. On parle ici de mettre en place les structures qui vont assurer comment qu'on veut développer Québec dans les prochaines décennies puis pour le prochain siècle. Donc, c'est pour ça que le gouvernement Legault, faut leur donner ça, qui ont fait en sorte qu'ils ont créé la communauté, dans le fond, ils ont créé cette nouvelle structure légale là, pour encadrer, dans le fond, Québec et Lévis en tant que région métropolitaine. Parce que, ben, c'est ça, plus ça va se développer, plus il faut qu'on s'assure que ça se développe ou qu'on veut que ça se développe. Comme je vous dis, je veux dire, je comprends l'espèce de romantisme, puis que je suis pas quelqu'un qui veut raser les campagnes, puis qui trouve ça beau de juste je suis pas un urbaniste sauvage, mais ça demeure que je préférais en ce moment de voir un petit peu Lévis se développer ici. Quoique Lévis devienne notre Brooklyn, que ça devienne un peu plus développé, qu'on ait des raisons d'aller les visiter. Je suis désolé, les Lévisois, les Lévisiens, je veux pas vous insulter. Bref, tout ça pour dire que je préférais que la ville se développe d'une manière un peu plus équilibrée au lieu de juste être rendu jusqu'aux limites du lac Beauport puis du lac Saint-Charles puis tout pour se développer. Je trouve que ça fait juste aucun sens. Alors c'est ça, mais bref, pour en revenir aussi au fait que dans tout ça, ce qui est assez surprenant, c'est que les Québécois, et en tout cas les nationalistes québécois, ne semblent pas saisir en quoi c'est un enjeu nationaliste. Et je l'ai expliqué un petit peu justement en introduction sur le fait que on déplore le déclin du français à Montréal depuis des années et sérieusement, je ne veux pas être défaitiste, mais on a l'air de s'enligner à ce que Montréal devienne une ville entièrement anglaise. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut encore considérer que Montréal est vraiment une ville francophone? Franchement, c'est pas mal plus une ville bilingue à ce stade-là. Et donc, ça fait en sorte que la vraie principale ville en importance francophone en Amérique du Nord, c'est plutôt Québec. Là. Comme je vous dis, je veux pas être défaitiste puis dire qu'on laisse aller Montréal puis on prend Québec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, en tout cas, Québec demeure l'une des assurances les plus solides d'une présence française en Amérique du Nord. Et de la développer en tant que métropole et de s'assurer que ça devienne vraiment un centre où gravitent des forces économiques et qui ait du dynamisme économique, qui ait de la productivité, qui ait du développement, ben c'est de s'assurer que la nation québécoise en tant que telle va être dynamique et va se développer dans les prochaines décennies puis pour les prochains siècles. Donc si l'enjeu est de préserver et de consolider la présence française en Amérique, sérieusement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas en quoi c'est si important de s'assurer que la capitale nationale se développe et devienne une métropole. Et c'est pour ça que je disais dans un article cette semaine où je disais je ne prends pas au sérieux des nationalistes qui sont contre le troisième lien ou qui sont contre toute idée de développer la ville. Je ne prends pas au sérieux les gens qui disent qu'il faut que Québec demeure une petite ville. Et je faisais la comparaison, une économie, c'est comme une bicyclette, si ça avance pas, ça tombe. Donc, de prôner la stagnation du développement de la ville de Québec, ce n'est pas raisonnable tant qu'à moi. À terme, si on s'empêche de se développer, c'est sûr qu'on va disparaître.
Il faut se développer. Regardez le nombre de métropoles qu'il y a aux États-Unis. Il y en a combien des métropoles aux États-Unis? Je sais pas, il doit y en avoir au moins une centaine, une cinquantaine. Nous, on en veut une deuxième, puis c'est controversé. Une deuxième métropole, puis c'est controversé. Je crois que les Québécois ont vraiment une prise de conscience à faire par rapport à ça. Et bon, il y a tout le temps l'enjeu de la rivalité Québec-Montréal et tout. Et là, on voit les Québécois de la ville de Québec comme un peu renfrognés, puis ils veulent avoir leur gloire à eux aussi. Mais vous comprendrez, avec tous les arguments que je viens de vous mettre là, c'est pas... Faut à un moment donné laisser un peu l'ego de nos villes respectives et juste prendre la situation dans son ensemble et où le Québec se situe en 2023 en tant que nation. Et juste avoir une prise de conscience que c'est important d'avoir des villes dynamiques là-dedans. Et que c'est important de les développer. C'est important qu'il y ait le plus de monde qui gravite autour de ces centres culturels et urbanistiques-là. Bon, je pense que pour moi, ça va être tout. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous disais, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette émission et on dirait que cette fois-ci, ça a été encore plus dur. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et on se revoit la semaine prochaine.